Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 2 de la saison 2 de The Last of Us. Voilà, donc de l'adaptation qui était, ma foi, très, très moyen. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des très mauvaises choses, et on va revenir là-dessus petit à petit. Voilà, je vais enregistrer mon écran et on va avancer petit à petit sur l'épisode. Alors je vais pas montrer d'extrait vidéo, mais voilà, vous comme ça, contrairement à la semaine prochaine, vous verrez visuellement de quel passage je parle de l'épisode à chaque fois. Donc je lance l'enregistrement. Alors l'ordi, vous allez sûrement l'entendre un peu souffler. Hop. Tout simplement parce que j'ai une vidéo qui est en train de se convertir pour ma chaîne sportive, hein, voilà. Oula. Parce que le week-end où The Last of Us est sorti, c'était le week-end de WrestleMania, donc voilà, je viens de faire le montage de ma vidéo où je chronique WrestleMania et Stand and Deliver. Donc, si vous aimez le catch, n'hésitez pas à aller checker ça. De toute façon, les deux vidéos sortiront le même jour, mais pas sur les mêmes chaînes, évidemment. Donc, on commence avec cette scène-là qui ne fait pas sens. euh, qui ne fait pas sens. Tout simplement parce que on a une version d'Abby qui est dans ce long couloir dans l'hôpital pour justement voir qu'est-ce qui s'est passé. Et genre, elle voit une version d'Abby qui lui dit oui, ton père il est mort, enfin tu sais déjà ce qu'il y a, le machin il est mort, enfin bref. Ça ne fait pas sens. Surtout qu'en plus. Ah non, ouais. Dans tous les cas, ça fait pas sens. La scène est très très mal faite. En plus, ça intervient pas à un bon moment. Enfin, quoique. En fait, la scène, d'un côté, en fait, elle est mal foutue. Parce que, bon, c'est pas logique ce qui se passe et tout. Bon, en plus, si c'est un rêve, c'est encore pire, hein, c'est c'est n'importe quoi. Est-ce que Abby est pas du genre à refouler les choses, hein, elle est plutôt l'inverse. Donc dans tous les cas, ça fonctionne pas par rapport au personnage. Mais en fait, là où ça peut fonctionner, c'est par rapport à l'écriture de la série. Puisqu'en fait, dans le jeu vidéo, on découvre ce passage-là extrêmement tard. Déjà, on attend d'être sur l'arc d'Abby à Seattle, et surtout, on attend d'avoir eu des flashbacks où on voit Abby avec son père. Et du coup, on a le temps d'installer la relation entre Abby et son père, de voir qu'ils ont une relation très proche et tout, un peu comme Ellie et Joël, une fois qu'ils s'entendent bien vers la fin du premier jeu. Même eux, Abby et son père, sont même encore plus fusionnels. Et du coup, ben, au bout d'un moment, on apprend, oui, que c'est bien le père d'Abby qui a été tué par Joël. Sauf qu'on attend très longtemps dans le jeu. Voilà, on te dit pas, dès les premières secondes du jeu, bon, bah, je suis là, je vais tuer Joël pour venger mon père. Non. Mais, comme le jeu, enfin, la série télé a fait ce choix de, comment dire, euh, d'annoncer dès le début, de spoiler la mort de Joël par vengeance pour qu'Abby venge la mort de son père. Bon, bah du coup, c'est vrai que cette scène-là, il n'y a plus vraiment d'intérêt à la mettre plus tard, puisque bah, on connaît déjà son objectif. Mais en tout cas, j'ai détesté déjà cette scène d'intro. Déjà, je comprends pas pourquoi on fait toutes les scènes d'intro sur Abby, parce que bon, bah voilà. Alors, ça aussi, c'est un truc qui m'a dérangé. C'est le chalet qui est pile en face de Jackson. Parce que normalement, en fait, dans le jeu, euh, dans le jeu, globalement, le chalet, il est plus en retrait, il est caché et tout. Et du coup, le dialogue qu'il y a ici, il est assez proche de ce qui se passe dans le jeu, sauf que le dialogue, il est uniquement entre Owen et Abby.
voilà, avec Owen qui a trouvé Jackson, qui justement, quand ils sont dans le chalet, Owen il réveille Abby, il lui dit vas-y, viens avec moi, j'ai un truc à te montrer. Et là, ils se promènent tous les deux dans les montagnes et tout, et il lui montre Jackson. Et d'ailleurs, les paysages, ils sont magnifiques et tout. Voilà, et là, du coup, on nous casse un peu le truc parce que tout ce qu'on a, c'est une vue, voilà, à travers une fenêtre, c'est dégueulasse. Voilà, tout ce qu'on voit, c'est juste cette chaîne de montagne qui est quand même plutôt stylée comme décor. Mais dans le jeu, c'est encore plus grandiose parce que t'es là, t'es quasiment au sommet d'une montagne, t'en vois plein d'autres, t'as Jackson en dessous avec les lumières et tout, enfin bref, dans le jeu, c'est quand même beaucoup plus stylé que là. Euh, le truc, encore une fois, c'est que, bon, le groupe d'Abby n'est pas censé être là. Le groupe d'Abby est censé être dans le. Bah, là, ils sont dans le chalet, dans le jeu, ils sont dans le chalet. Mais je veux dire, ils sont pas censés être avec Abby et Owen au moment où ils découvrent Jackson. Voilà, normalement, Abby et Owen découvrent Jackson. Enfin, Owen découvre et montre Jackson à Abby. Ensuite, Abby décide qu'elle veut vraiment y aller et du coup, elle y va. Tandis que, parce que en fait, non, c'est même pas qu'elle y va, c'est que, en fait, il voit Jackson et d'un autre côté, il voit qu'il y a un poste de garde. Et du coup, Abby décide d'aller au poste de garde pour choper des infos sur Joël et tout ça. Et du coup, Owen, lui, il est pas d'accord parce qu'il dit, bon, quand même, t'as vu la gueule de la ville, ils sont hyper nombreux, nous, on est moins d'une dizaine, donc si on y va, on va tous se faire tuer. Donc voilà, sauf que Abby, elle est têtue, elle veut quand même y aller, donc Abby, elle y va, et Owen retourne au chalet. Là, ce qui est con, c'est que, en fait, à nouveau, en fait, on nous met des personnages juste pour nous mettre des personnages. Et ça, moi, ça me dérange. Vous savez, c'est un peu comme dans le premier épisode où on a une patrouille à 5, alors qu'en fait, on n'en a rien à foutre des trois autres. C'est-à-dire qu'on s'intéresse que à Abby, je vais dire Abby, à Ellie et Dina, et en fait, on a rajouté des gens dans la patrouille, juste pour rajouter des gens dans la patrouille, juste pour dire, hé, regardez, la meuf qui a fait le tatouage d'Ellie, elle est là. Sauf qu'on s'en bat les couilles, dans le jeu on voit pas sa gueule, on n'en a rien à foutre de voir sa gueule là. Surtout qu'en plus la meuf elle est censée gérer la patrouille, elle gère rien du tout. Ellie et Dina en font qu'à leur tête. Et bah, quand elles sont en danger, bah, eux ils font rien du tout. Vraiment, tu sens que c'était juste rajouter des persos pour rajouter des persos. Et là, bah, c'est pareil. C'est que en fait, on te rajoute des persos dans des scènes où ils sont pas censés être là, et en plus où ils font quasiment rien, parce que Nora, elle dit pas grand-chose d'intéressant, Mel, elle dit pas grand-chose d'intéressant. En fait, le plus intéressant, c'est ce qui se passe entre Abby et Owen, et qui est exactement ce qui se passe dans le jeu. Sauf que dans le jeu, ils sont que tous les deux. Donc là, pourquoi on les a pas laissés à nouveau que tous les deux? Enfin, je veux dire, ça sert à quoi de rajouter des persos dans des scènes où ils sont pas censés être là? Et qui en plus bah, ne raconte rien de plus que ce qu'il y a dans le jeu. Alors vous allez dire, bah oui, mais c'est une adaptation, machin. Alors oui, moi je veux bien qu'on réadapte, mais faites des choses intéressantes avec eux, parce que là, les mecs ils servent à rien. C'est tout. Voilà, ils sont juste là. En plus, ils ressemblent même pas aux personnages. Franchement, on parle beaucoup de Bella Ramsey et tout ça, mais franchement, on parle jamais des autres, hein. Je veux dire, quand vous voyez tous ces personnages, quand je vois lui, et pourtant j'adore Manny, je crois que Manny c'est peut-être un des persos que j'aime le plus du groupe d'Abby. Moi je le vois lui, à zéro moment j'ai l'impression de voir Manny, hein. Quand je vois lui, moi je vois jamais Owen. Quand je vois l'autre, la chauve, je vois clairement pas Nora. Et pareil avec Mel, je vois pas du tout Mel. Vraiment, je ne vois aucun des persos. À part Abby, elle a à peu près le même visage que le personnage, donc ça c'est cool. Mais sur le reste, pouah, on reconnaît absolument personne, hein. Vraiment, ils donneraient pas leur nom, on ne saurait pas qui c'est. Bon, il y en a, on les reconnaît parce qu'ils ont quand même respecté, j'ai envie de dire, les ethnies. Voilà, Nora bah, qui est toujours noire, Manny qui est toujours un peu latino, donc ça ils l'ont plutôt respecté. En fait on les reconnaît juste comme ça en fait ces personnages-là. Et c'est quand même assez triste de dire qu'on les reconnaît juste parce que bah, ils ont la bonne couleur de peau. C'est quand même assez triste, hein. Bref, surtout que Manny n'a pas le même caractère dans la série que dans le jeu. C'est-à-dire que là, en fait, pour ceux qui vont jamais jouer au jeu, dans le jeu, il y a d'autres personnages en plus. C'est-à-dire qu'ils sont pas tous les cinq. Il y a une meuf, je sais plus comment ouais, ils sont au moins trois quatre en plus.
Parce que bon bah de toute façon je peux le dire pour le jeu, parce que de toute façon ces personnages-là on les verra jamais. Mais par exemple il y a une meuf qui s'appelle Léa, qui est dans le groupe, que Ellie et Dina vont retrouver morte. Et je sais pas si elle va être torturée, mais qu'ils vont retrouver morte. Il y a un autre gars aussi qui techniquement est présent, qui vont également retrouver mort, qui a été torturé et tout par Tommy. Et il y en a au moins un troisième en plus, dont ils ont utilisé la personnalité pour Manny. Et je crois que ça s'appelle Jordan ou un truc comme ça, c'est le mec à la casquette là, qui lui est une véritable enflure, qui est celui qui va se prendre le coup de couteau d'Ellie là, avec la cicatrice. Et qui lui, en tout cas à Jackson, c'est vraiment un enfoiré. Voilà. Et parce qu'après, quand Ellie retombe dessus à Seattle, il va plutôt être pour la laisser en vie, bon, pas par bonté, hein, mais pour lui soutirer des infos. Et on doute bien qu'il l'aurait pas fait de manière cool. Mais voilà, c'est quand même un personnage, tu demandes pourquoi on l'a supprimé du truc. Parce que c'est censé être un peu l'ordure du groupe. Voilà, tous les autres, quand après t'es dans. Parce qu'en fait, ça c'est un problème que j'ai, c'est que là ils sont tous antipathiques, tu t'attaches à aucun d'entre eux, et alors que bah, du coup on nous les présente comme un deuxième groupe de personnages à suivre. Tout ce que je veux dire, c'est que là, la saison 2 elle prend un peu la façon de faire du jeu, en mode, bon, bah, on suit Ellie, on suit Abby, et puis voilà, sauf que quand on suit Abby, dans la première partie du jeu, déjà, elle est quasiment tout le temps toute seule, donc ce qui fait que son groupe, on n'a pas le temps de le connaître. On le voit effectivement au moment de la mort de Joel, et puis c'est tout. À part Owen qui présente Jackson de loin à Abby. Et ensuite, on redécouvre tout le groupe au moment de Seattle où on joue les 3-4 jours avec Abby. Et là, on finit un peu par mieux comprendre les choses, le triangle amoureux entre Abby, Owen et Mel. Nora, elle, on la voit un peu moins parce qu'elle a la démission de son côté. Il y a Manny qui va faire et à un moment donné, une mission avec Abby que moi j'aime beaucoup. Manny, tu vois, c'est un peu le mec posé, cool, un peu dragueur. Enfin, tu vois, c'est vraiment le mec cool que moi j'aime bien. Tu vois, il est décontracté. Enfin, bref, moi j'aime beaucoup Manny. Là, il n'y a aucun d'entre eux auquel tu as envie de t'attacher. En fait, c'est comme Ellie. En fait, Ellie de la série télé, tu peux pas t'attacher à elle. Tu dis, c'est juste une connasse en fait. Et pas pourquoi ma voix a bugué sur ce mot-là. Mais bref. Euh, En tout cas, tout ça pour dire que oui, on peut adapter, mais faites des choses intéressantes. Parce que adapter juste pour dire, hé, regardez, on vous fait des petits clins d'œil et qu'en fait ça sert à rien, bah adaptez pas en fait, juste allez vous faire foutre. Parce que bon, comme encore une fois, le premier épisode, la patrouille, dans le jeu il fait une patrouille à 2, dans la série c'est de faire une patrouille à 5, sauf qu'en fait on suit que 2 personnages, donc pourquoi avoir rajouté 3 persos dans l'adaptation qui servent à rien. Bref. Voilà, il y a quand même, au bout d'un moment, il faut quand même aussi adapter intelligemment la chose. Donc bon, ici, voilà, hein, on vient d'en parler. Voilà, hein, Abby va quand même décider de partir. Bon, Owen nous dit que son plan c'est d'essayer de dissuader Abby. Ça, c'est pas faux, hein, sauf que techniquement, il essaye réellement de le faire dans le jeu, hein, en lui disant que c'est trop dangereux parce qu'ils sont trop nombreux, ils pourraient tous mourir et tout en faisant ça. Bref, sauf que là, il le dit au reste du groupe. Donc c'est pas au reste du groupe qu'il faut le dire, c'est à Abby qu'il faut essayer d'empêcher d'aller. Enfin bref. Bon, la scène du réveil, ça c'est plutôt sympa. C'est à peu près à quelque chose près, parce que bon, bah, encore une fois, hein, c'est pas du tout le même caractère d'Ellie. Mais la scène reprend plutôt bien le jeu dans le sens où. Sauf que ça, c'est clairement le tout début du jeu, hein. Enfin, quasiment tout le début du jeu. Parce qu'il y a d'abord la petite scène avec Joël et Tommy. Et quand tu commences à jouer avec Ellie, c'est avec cette scène-là. Et qui ensuite va faire sa patrouille avec Dina, machin et tout. Mais là, en fait, ce qui est trop bizarre, et ce que moi j'ai du mal avec la narration, c'est qu'en fait, ils te disent, enfin, ils te disent, dans leur façon d'écrire l'histoire, ils te disent, bon bah voilà, on reprend l'histoire de manière linéaire, et en même temps, ils ne respectent pas la linéarité du jeu. Ce qui veut dire que, en fait, ça.
la scène où Jesse vient réveiller Ellie, c'est censé se passer avant la patrouille qu'on a vue dans le premier épisode, et qui du coup se passe la veille. Voilà, enfin, moi j'ai du mal avec la temporalité qu'ils ont utilisée, je comprends pas pourquoi ils ont tout mélangé, enfin, ça n'a aucun sens. Mais bon, en tout cas, ça, Jesse qui vient réveiller Ellie, ça c'est plutôt correct. Bon, de mémoire, dans le jeu, Jesse, il parle pas trop de Joel, je crois. Je crois qu'il parle effectivement de ce qui s'est passé la veille avec Dina qui a tenté d'embrasser, enfin qui va pas tenté, qui a embrassé Ellie et tout. Mais voilà, là pareil, quand tu vois Ellie, t'as juste envie de lui foutre deux baffes dans la gueule. Quand elle lui sort le suce ma bite, je lui dis quoi? Enfin, franchement, j'ai été choqué. Je me suis dit, mais ils ont vraiment pas compris qui était Ellie. Et on a le putain de créateur du jeu qui est dedans. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, pas sur Neil Druckmann, je m'en bats les couilles de ce mec-là, mais je vais faire une vidéo sur justement bon, le fait déjà qu'on n'a plus le droit de rien dire sur Internet. Voilà, c'est si tu dis là, par exemple, si tu dis, si tu oses comme moi dire que t'aimes pas Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie, alors là tu te fais insulter de plein de trucs et tout. Bref, je ferai une vidéo là-dessus. Mais surtout, il y a un argument qui me dérange, c'est les gens qui disent oui, la série elle est forcément bonne parce que Neil Druckmann a bossé dessus. Et en fait, non. Non, c'est pas parce que le créateur du jeu est dedans que c'est bon. On a déjà vu avec d'autres programmes, on pense aux Animaux Fantastiques, on pense aux suites de Dragon Ball Z, bref. Je vous ferai une vidéo pour parler de tout ça parce que ça commence à me saouler, parce que c'est pas que pour The Last of Us, hein, mais j'ai déjà entendu ça pour d'autres univers, voilà, et quand t'as des gens qui font oui mais le créateur de machin, oui le créateur de truc il est là, donc voilà, c'est ses idées, c'est forcément bien et tout, non, non. Ces gens-là, ils ont un métier de base, ils commencent à travailler sur un média qui est très différent, qu'ils ne maîtrisent pas, et les trois quarts du temps, ça finit très mal. Et du coup, je ferai une vidéo pour en parler, qui sortira sûrement soit en fin de semaine, soit en début de semaine prochaine, parce que celle-là, elle me demandera beaucoup moins d'écriture que ma vidéo sur les bonnes et mauvaises créations woke. Bref. Donc la scène là, voilà, bon, quand elle sort le suce ma bite, hein, franchement je lui dis allez hop Bella Ramsey, tu me casses les couilles, tu comprends même pas ce que tu joues. Voilà, Ellie, c'est pas quelqu'un de vulgaire. Oui, des fois, elle va dire des putains, elle va insulter des ennemis. Sauf que même quand elle insulte des ennemis, c'est même pas des insultes comme ça, c'est des trucs genre espèce d'enfoiré, espèce c'est vraiment de l'insulte mignonne, quoi. Bon, c'est toujours espèce d'enfoiré, je vais te tuer, je vais te buter. Bon, voilà, ça reste, ça reste quand même plutôt simple hein, comparé à du sus ma bite, quoi. Voilà, et Ellie n'aurait jamais dit ça dans le jeu. Et même là, tu vois, elle est tout le temps vulgaire, elle est tout le temps agressive avec les gens. Alors que Ellie, elle est pas spécialement agressive. Rien qu'hier, j'ai rejoué une petite heure au jeu. T'as une scène où elle est hyper tendre avec Dina quand Dina est vomie bah, à cause de sa grossesse et tout ça. Et Ellie elle est là pour la conforter et tout. La scène elle est super mignonne et tout. Et en vrai, j'arrive pas à imaginer cette Ellie là de la série faire ce genre de scène. Genre, ça collerait tellement pas à son personnage. Genre, j'ai l'impression de voir une racaille. Vraiment, t'as l'impression que d'un côté, t'as une Ellie qui est un peu féminine, qui doit quand même survivre, donc qui est quand même très dure avec ses ennemis, voilà, qui est très dure aussi avec les mensonges de Joël et tout, ce qui est normal mais qui a quand même une part de féminité, une part d'humanité, parce que bah, quand elle a ses moments touchants avec Dina, c'est parce que justement elle s'inquiète pour Dina, qu'elle veut la rassurer et tout ça. Que là on a juste une meuf vulgaire, une petite racaille qui parle mal à tout le monde, qui... Et en plus encore une fois elle est censée avoir 19 ans, hein. C'est plus une ado, il y en a beaucoup qui la considèrent encore comme une ado, mais non, là, dans la série, elle est censée avoir 19 ans, comme dans le jeu. Donc ce n'est plus une enfant, ce n'est plus une enfant, ce n'est plus une ado. Hein. Bon, déjà, moi, quand j'étais ado, je me comportais pas comme ça, et encore moins quand j'avais 19 ans. Hein. Voilà, bon, après, moi, j'ai envie de dire que j'ai été mature très très jeune, hein. Très très tôt, j'ai été très mature. Voilà, les gens pourraient dire que j'étais chiant très tôt, mais voilà, j'ai très peu fait de conneries dans ma vie, très rarement mal parlé aux gens. Bon, à part des fois avec les potes, on aime bien voilà, se taquiner et tout,
mais de manière sérieuse, comme le personnage d'Elila, et jamais de la vie je fais ça, moi. Enfin bref, le personnage est juste insupportable. Donc ensuite, on a une scène, alors que j'ai trouvé, oh, ça bug, que j'ai trouvé à la fois sympa et un peu débile, parce qu'on est quand même dans une scène, enfin, on est quand même dans une série, je veux dire, on est post-apocalyptique. C'est-à-dire que les gens déjà, beaucoup sont des réfugiés, donc ils connaissent les dangers qu'il y a pour arriver jusqu'à Jackson. Euh, les gens vivent dans une ville où tout autour il y a du danger, dont ils sont parfaitement au courant. Et tu as quand même une scène où Tommy nous dit bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on se fait attaquer par des claqueurs, hein. D'ailleurs, en plus, il le dit bizarrement le jour où ils vont se faire attaquer. Mais bon, ça on peut laisser de côté, coïncidence, hein. Mais quand même, le mec est quand même en train de dire à son peuple, bon bah voilà, alors si on se fait attaquer, il faut se cacher. Et comment est-ce qu'on se cache? Eh ben, faut se mettre en hauteur. Et puis il faut faire ci, et puis il faut faire ça. Je veux dire, alors tu sens que c'est fait pour que les spectateurs comprennent comment fonctionne un plan d'urgence et tout ça, sauf que ça fonctionne pas dans l'univers. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'ils vivent comme ça. Ils savent très bien les dangers, ils savent très bien comment faire. Je veux dire, c'est comme quand tu es à l'école. Quand tu es à l'école, quand tu es petit, on t'explique une fois en cas d'incendie comment faut agir, et ensuite on te le répète pas. En grandissant, tu sais très bien, t'as quelques alarmes tests ou des choses comme ça. Je veux dire, on n'est pas là toutes les 5 minutes à te dire, oh bah tiens, s'il y a un incendie, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on te le dit une fois dans ta vie, et ensuite bah, tu sais comment réagir. Voilà, bah, de toute façon, moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un incendie, mais avoir les alarmes test, ça arrivait. Et puis voilà, on te l'a dit une fois enfant, et en grandissant, bon, bah, tu sais comment réagir. C'est tout. Et là, c'est censé être pareil. C'est des gens, ils vivent avec le danger quotidiennement. Donc, ils savent très bien comment survivre, comment réagir en cas d'attaque, ou des choses comme ça. Et moi j'ai trouvé que cette scène-là, alors d'un côté elle est cool parce que elle montre Tommy comme un vrai leader, donc ça c'est plutôt sympa, mais ce côté où il explique à son peuple comment faut faire s'il y a une attaque, j'ai trouvé que c'était quand même un peu prendre les gens pour des cons. Parce que bah quand même dans la comment dire, dans la cohérence de l'univers, la scène elle fonctionne pas. Ça fait 20 ans qu'ils vivent avec l'apocalypse. Ils savent très bien comment faire. Certains vivent sûrement à Jackson depuis des années. Comme j'ai dit, beaucoup sont des réfugiés qui sont acceptés, qui ont vécu sûrement des attaques d'infectés, ont très bien vu comment c'était dangereux autour pour arriver jusque-là, et justement qui sont là pour être en sécurité au maximum. Donc les gens, techniquement, cette scène-là, ils en ont pas besoin. Et pour moi, bon, pourquoi ça a bugué là? Ouais. Bah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Attends, hop, je vais essayer de le relancer là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai touché à ma clé USB qui a un problème ou... Ben non, ma clé USB elle est toujours... Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, et ça, quand le matériel fonctionne pas, ça c'est un truc qui me casse les couilles. Hop, donc on essaye de relancer, hein, je sais pas... Bon, des fois quand je regarde des trucs juste pour moi, ça me fait aussi des bugs comme ça. Pourtant VLC c'est quand même censé être le truc qui fonctionne le mieux. Mais, euh, mais voilà. Bon, pour avancer en même temps, le temps que tout se remette, la scène d'après est intéressante et en même temps, bah, tu sens qu'on est en 2025. Tu sens qu'on est en 2025 parce que tu as la scène avec Seth. Alors vous me direz, oui, mais dans le jeu, il y a la même scène. En plus, il lui donne les sandwichs comme dans le jeu et tout. Sauf que la différence entre le jeu et la série, bon déjà, le point commun, c'est que bon, Seth, il s'excuse, qui lui donne le sandwich, que c'est Maria qui a un peu forcé le truc, mais il y a quand même une différence qui est énorme, c'est que dans le jeu, Seth, il n'est pas sincère, ça se voit.
Quand on lui dit oui, j'aurais pas dû dire ça, mais bon voilà, je t'ai fait des sandwichs, voilà, pour essayer de me faire excuser, enfin bref, le gars ne pense pas une seconde aux excuses qu'il donne à Ellie, quoi. Et ça se voit que c'est pas parce que voilà, Maria lui a fait une remontrance que le gars il va arrêter d'être homophobe. Alors que là, bah, on est en 2025, donc forcément le gars il fait un discours. Ah oui, mais je suis désolé, je devrais pas, j'aurais pas dû dire ça, je ne devrais même pas penser à ce genre de choses. Ça me saoule. Ça me saoule. Franchement, est-ce qu'on a besoin d'une série télé pour savoir qu'être homophobe, c'est quelque chose de mal? Hein? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Non. Je veux dire, t'as juste besoin d'en vivre dans le monde réel, hein, de sortir dehors, de voir comment certaines personnes parlent ou pensent des homosexuels, des lesbiennes, des transsexuels, de ces gens-là, pour savoir que c'est pas bien d'être homophobe, d'être transphobe, d'être tout ça. Voilà, j'ai pas besoin qu'une série télé nous fasse un discours de merde pour dire oh c'est pas bien machin. Oui, on le sait que c'est pas bien. T'as pas besoin de me le dire. Hein, je suis pas un enfant, je sais très bien. Et je crois que même les enfants bien élevés, ils le savent très bien aussi. Bref, moi ça me saoule quand on fait ça dans les films ou séries télé, parce que voilà, tu dis le mec, ok, il s'est pris une remontrance par Maria, et puis ben voilà, d'un coup, il n'est plus homophobe. Bon, ok. Le truc que personne ne croit, voilà, c'est un peu n'importe quoi. À côté de ça, bon, je sais pas pourquoi là, j'ai plus rien qui fonctionne. Enfin, j'ai plus rien qui fonctionne. Bon, mon truc est toujours en train de se monter, mais je crois que mon ordi apprécie pas trop l'enregistrement d'écran et lancer, enfin faire ouais, de l'enregistrement d'écran et du montage en même temps. Donc bon bah tant pis. Pour l'épisode 3, je ferai en sorte de ne pas faire de montage à ce moment-là. De toute façon, il n'y aura pas de show de catch le week-end d'avant. Donc voilà. Donc finalement, bon bah je vais faire avec ma télé, ça va aller beaucoup plus vite. Donc voilà. Donc finalement, vous n'aurez qu'une partie d'écran enregistrée. Quoique. Je... Oh putain. Ça me casse les couilles la PS4 pour regarder genre des vidéos. Faut absolument que le truc soit dans un dossier et tout. Alors ça, c'est très chiant. Donc, ensuite, on a l'histoire des patrouilles. Là, pareil, on a un gros problème avec les patrouilles. C'est que ça dénature totalement les patrouilles dans le jeu. Parce que... euh, allez! Parce que le choix des groupes pour les patrouilles dans le jeu, elles n'étaient pas anodines. On ne choisissait pas n'importe qui pour aller avec n'importe qui. Je veux dire, quand on choisit de mettre Dina et Ellie ensemble, c'est pas pour rien. C'est pour développer la relation justement entre Ellie et Dina. Alors hop, j'essaye de revenir où on en était. Donc hop. Donc 7, on en a parlé. Hop. Je vais voir si je peux enregistrer l'écran. Alors apparemment, j'ai pas l'air de pouvoir. Sur de la vidéo comme ça. Hop, si là je reviens, je peux... Non. Bon bah tant pis. La prochaine fois je ferai pas de montage pendant la vidéo. Donc là on a quoi? Ouais ok, on a juste une scène vite fait d'Abby tout seul qui sert à rien. À part montrer qu'elle s'est rapprochée de Jackson. Ok, ouais. Bon, ça, ok, ouais, bon, on a plein de scènes qui servent à rien. Bon, comme je disais, avec les patrouilles, du coup, on a Ellie et Jessie qui font la patrouille ensemble ici, qui tombent direct sur la tempête et qui du coup continuent leur chemin jusqu'à se cacher chez Eugène, enfin chez la planque d'Eugène, puisque bah moi il est mort. Hein. Euh,
alors, on essaie de nous faire des petits clins d'œil, comme le moment où Ellie prend le médaillon et tout ça. Bon, ok. Il tombe sur le truc de weed et tout. Bon, là, pareil, c'est un peu mal foutu parce que du coup, Ellie veut absolument fumer les trucs, là où dans le jeu, de mémoire, c'est plus Dina qui essaye de la convaincre. Et puis en plus, elles fument juste parce que voilà, elles sont là, elles ont envie de profiter toutes les deux, voilà. Et du coup, dans le jeu, le fait que ce soit Ellie et Dina qui font la patrouille et qui finissent par se réfugier là, parce qu'elles n'ont pas le temps de revenir à Jackson quand la tempête se lance, puisqu'elles étaient en train de survivre dans le magasin, du coup, ça permet de développer leur histoire, de montrer l'avancement de leur relation. Notamment quand ils se réveillent, ils parlent de leurs blessures et tout. Donc Ellie essaye un peu de noyer le poisson sur la brûlure qu'elle a au bras parce que avec le temps, sa morsure, elle a essayé de la brûler pour la cacher au maximum et ensuite elle a fait son tatouage par-dessus. Donc voilà. Et du coup, il y a des questions là-dessus. Et dans le jeu, et ça c'est une grande question que je me pose, c'est comment Dina... Ah bah si, en fait, on sait comment. Je suis trop con. Parce qu'en fait, il n'y a pas les sports dans la série. Et en fait, à un moment donné, Ellie et Dina doivent survivre dans un endroit où il y a les sports. En fait, Ellie se prend un coup dans la gueule alors qu'elle a son casque. Du coup, son masque plutôt se casse. Et du coup, Dina, elle s'inquiète et tout. Et en fait, là, Ellie lui fait comprendre qu'elle est immunisée et tout ça. Là où dans le jeu, je pense que du coup, on a rendu Ellie complètement stupide pour qu'elle puisse se faire mordre pour que le moment où il y aura un moment un peu charnel entre Ellie et Dina, qui sera absolument horrible à regarder, euh, ben, que, que, que Dina se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, même si Ellie sait couper les traces de dents, ça fait quand même la forme d'une bouche, quoi. Donc je pense que c'est comme ça que Dina va le découvrir, que Ellie est immunisée. Bref. De l'autre côté, Jesse est censé faire la patrouille tout seul, et on a normalement Joel et Tommy qui font leur patrouille eux tous les deux. Voilà. Notamment, ça a une importance parce que j'en parlerai dans la scène finale. Voilà. Donc ensuite, on a Abby qui continue son chemin. D'ailleurs, scène que j'ai trouvée très intéressante, c'est quand elle est entourée des cadavres. Alors, dans le jeu, il y a à la fois des infectés et des vrais cadavres. Euh, mais j'avoue que la scène où le sorte de claqueur ou d'infecté, je sais plus c'est quoi entre les deux, qui se lève tout doucement, qui se retourne vers elle, je trouve que la scène elle est très très jolie, parce que les plans en général sont quand même très jolis dans la série. Mais là, je trouvais que c'était magnifique, le moment où le truc qui se retourne doucement, ça met un peu de la tension et tout, puis après t'as toutes les créatures qui sortent de la neige et tout, c'était plutôt stylé. Même si, bon, quand je regardais ça, j'étais en mode, mais Abby court. J'étais en mode, mais il reste pas comme une débile à les regarder. Je comprends pas le délire. Mais après, là, c'est pas The Last of Us que je critique, c'est plus tous les films d'horreur ou ce genre de choses en général, où quand il y a un truc qui se passe, les mecs ils restent figés, ils sont là en mode, mais bouge ton cul, bref. Alors oui, je sais, dans la vraie vie, quand on a peur, on peut être pétrifié. Moi, c'est le cas. Quand j'ai peur de quelque chose, je suis pétrifié, je peux pas bouger. Mais j'ai envie de dire, on est dans un film. Voilà, un film n'est pas censé être représentatif à 100% de la réalité. C'est pas parce que des gens comme moi, quand ils ont peur, ils se pétrifient que du coup, tous les personnages dans les films et séries doivent se pétrifier dès qu'ils ont peur, quoi. Bref, en plus ça casse un peu quand même un truc dans un film ou une série euh, que voilà. Donc il y a toute la course-poursuite avec les infectés et il y a un côté où j'aime beaucoup et il y a un côté où il y a quand même de l'incohérence par rapport au jeu. C'est que dans le jeu on a plein d'infectés différents, liés notamment au sport. Mais les sports n'existent pas ici. Mais les infectés sont tous différents. C'est-à-dire que tu as l'infecté de base, enfin, tu as deux versions d'infecté de base. Tu as celui là qui fait des bruits bizarres, qui bouge pas, vous savez, qui reste un peu comme ça. Là, des fois, il est en train de se mâcher la tête, en train de faire des cris là,
qui sont un peu glaçants, hein. Moi, j'y joue que dans le noir à The Last of Us, et c'est un peu particulier comme cri et tout, qui bouge pas beaucoup, t'as l'impression qu'il souffre et tout, enfin bref. T'as ce type d'infecté là, ensuite t'as les runners, effectivement, ceux qui vont te courir après. Alors les mecs non plus ne courent pas à la vitesse d'Usain Bolt, mais effectivement ils peuvent se faire un petit run sur ta tronche. Après t'as le claqueur, donc le claqueur qui, pareil, quand il t'entend, il peut rusher vers toi, mais il marche vite. Le claqueur ne court pas. Le claqueur ne court pas. Il marche assez vite, mais il ne court pas. Le runner, il court. Et en vrai, ça fait une très grosse différence. Jouer au jeu dans une pièce où vous avez désinfecté un claqueur, voilà, je sais pas, lancer une bouteille ou un truc ou une brique pour qu'il vous remarque, partez en courant, vous verrez que les claqueurs sont beaucoup plus lents que les runners. Donc voilà. Ensuite, il y a les rôdeurs. Bon, les rôdeurs là qui marchent en moitié à quatre pattes, là, qui sont un peu spéciaux, qui sont plutôt stylés, mais voilà. Donc eux qui sont un peu rapides, mais déjà, eux, ils sont pas censés être à Jackson, hein, voilà. Celui qu'on voit dans le magasin, il est pas censé être là. Euh, enfin, quoique. Non, je suis pas sûr qu'il y en ait à Jackson. Je crois qu'il y a que à Seattle qu'on voit des rôdeurs, hein, je sais plus. Bref, ensuite, t'as le colosse. Voilà, le colosse de base, qu'on a vu surtout dans le premier jeu. Il y en a quelques-uns dans le deuxième jeu, mais surtout dans le premier jeu. Voilà, qui sont juste voilà, une version mastoc du claqueur, même si eux ils te voient par contre, et ils font pas de bruit de claquement. Et ensuite on a le puant qui, bah, du coup, est un peu un colosse, mais qui du coup te lance des bombes de sport. Et des bombes de sport qui te brûlent la gueule, très clairement, hein, pour avoir été dedans pour récupérer une flèche hier. Ça te pique la gueule. Même quand t'es Ellie, ça te pique la gueule. Donc voilà. Mais eux, les puants, on les verra jamais parce que bah, y a pas de sport dans la série. Donc bah, pas de sport, pas de puants. Ce qui est dommage parce que les puants ils sont plutôt amusants à combattre. Enfin, je veux dire, c'est différent que le colosse qui fait juste te foncer dedans, machin et tout. Là, t'as quand même une stratégie de combat qui doit être différente parce que bah, le gars au corps à corps, il peut t'enchaîner. Si t'es loin, bah, il te lance des bombes de sport. Si tu le tues et que tu restes trop proche, il explose parce qu'à chaque fois, quand tu tues un puant, ces spores et tout, elles explosent et ça envoie plein de spores partout autour de lui. Bref, c'est comme ça que moi je me suis un peu brûlé pour récupérer une flèche sur son corps parce que je l'avais terminé avec une flèche dans la tête. Mais voilà. Et, euh, et du coup, là où je veux en venir en présentant le bestiaire des infectés, c'est juste que bah, ils marchent tous, enfin ils se déplacent tous à une vitesse différente. Le problème que j'ai avec la scène là, c'est que bah, t'as l'impression que Neil Druckmann n'a pas compris ses propres créatures. Parce que là, ici, tout le monde court à la même vitesse. Tout le monde court comme si on était dans All of Us Are Dead, comme si on était dans World War Z. Or, les infectés de The Last of Us ne sont pas comme dans World War Z ou All of Us Are Dead. Ils se comportent pas comme ça, ces zombies-là. Et quand tu vois là qu'ils foncent sur Jackson et qu'ils tapent dans le mur, des fois t'as l'impression qu'ils vont limite grimper comme dans World War Z au-dessus du mur. Heureusement ils le font pas, mais t'as l'impression qu'ils en sont presque à ce point-là, quoi. Et du coup c'est un peu bizarre. Donc moi c'est la seule chose qui me dérange dans la course des hordes. C'est pas forcément la course de la horde en elle-même. En plus, les plans ils sont stylés. Quand tu vois la masse d'infectés et tout, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le seul truc qui me dérange, c'est que tout le monde court hyper vite et à la même vitesse, alors que dans le jeu, ils sont pas censés aller aussi vite, ils sont pas censés aller à la même vitesse. En plus, un claqueur de base euh, ne te voit pas, il t'entend juste, donc si tu ne fais pas de bruit, il peut pas savoir où t'es, il peut pas aller vers toi. Donc il y a aussi ce genre de choses, hein, qui est importante à prendre en compte.
Donc, ah ouais, si, en fait, ils ont vraiment fait des trucs à la World War Z, là, avec Abby, où ils se grimpent dessus pour essayer d'attraper Abby et tout. Mais globalement, la course-poursuite sur Abby, moi, je l'ai bien aimée. Parce que bah, du coup, elle est plus courte que dans le jeu. Dans le jeu, elle est vraiment beaucoup plus longue, puisque bah, en fait, on redescend quasiment toute une montagne. En plus, un moment de pause quand on traverse, enfin quand on rentre dans un chalet, qu'on passe le chalet, et puis ensuite quand on ressort, qu'on continue, bah là, il y a à nouveau d'autres trucs qui nous foncent dessus, jusqu'à bah, l'endroit où il y a le grillage et tout. Et, euh, et en fait, j'avoue que cette scène-là, avec le grillage, je la trouve à la fois un peu plus effrayante que dans le jeu, et en même temps j'ai un peu du mal avec la caméra qui bouge tout le temps. Parce que de mémoire, dans le jeu, le passage est un peu plus court, et je crois qu'on est dans la de vue face d'Abby, et en fait elle avance, et puis bah, t'as le truc qui s'affaisse de plus en plus, et voilà. Alors que là, la caméra, en fait, elle part tout le temps à droite à gauche. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais t'as quand même beaucoup plus de tension avec le grillage, là, tu vois, là, qui se défait petit à petit, du coup, avec l'infecté qui arrive par derrière, qui pourrait clairement lui mordre la jambe ou quoi que ce soit. Donc voilà. Euh, Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La main de l'infecté, là, quand tu vois la main de l'infecté, là, avec le grillage qui traverse sa main tellement il force pour essayer de l'attraper et tout. Donc j'ai trouvé que c'était efficace. J'aurais peut-être juste aimé que la caméra peut-être soit moins à bouger tout le temps à droite à gauche, enfin à queuter sur des plans différents toutes les 2 secondes, parce que je trouve que la scène elle est plutôt efficace en soi. Bon, le sauvetage de Joël, ça se passe un peu comme dans le jeu. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Abby qui est en difficulté, Joël paf, qui tue l'infecté et qui l'emmène avec lui. Bon, le seul problème c'est Dina, hein, Dina qui appelle Joël. Bon bah voilà, forcément Abby elle se rend compte que c'est lui. Sauf que dans le jeu, elle ne le sait pas encore. Le gars, enfin Joël et Tommy lui sauvent la vie, et ils fuient ensemble. Sauf que personne ne donne son nom à ce moment-là. Il ne parle quasiment pas. C'est juste, on a une putain d'horde de zombies au cul, on court. C'est tout. Là, vraiment, hein, ça fait 2 minutes au moins là qu'ils sont en train de parler avec une horde de zombies qui essaie de rentrer dans le bâtiment. Tu dis, mais encore une fois, en termes de cohérence, c'est n'importe quoi. C'est nous, en tant que spectateurs, on sait qu'Abby c'est la méchante, mais quand tu joues dans le jeu, tu ne sais pas qu'Abby est la méchante. Donc tout s'enchaîne directement, c'est allez hop, on prend Abby, on y va, on fonce direct vers un endroit safe, et du coup Abby les aiguille vers le chalet, et dans le jeu, elle le fait vraiment pour les aider, parce qu'elle ne sait pas encore qu'elle a affaire à Joël et Tommy, donc en fait elle les, comment dire, elle les emmène vraiment au chalet pour s'entraider, parce que bah, ses amis ils ont des armes et tout ça. Là où ici, bah, du coup, elle les emmène pour les piéger. Donc après, voilà, c'est dommage. Après, j'ai pas compris pourquoi Dina à la place de Tommy, encore une fois, mais vous comprendrez pourquoi après, parce que là, je vais pas trop en dire. Bon, la scène où Ellie elle part, bon voilà. Ensuite, on a quoi? On a, oui, bon, voilà, on a les hordes qui courent après tout le monde. Donc là, on a tout le monde qui se réfugie. Bon, l'attaque des infectés à Jackson. De toute façon, ça va être les 2 derniers sujets, hein. L'attaque de zombies à Jackson, puis, bah voilà, Abby qui joue au golf, hein, comme tout le monde aime le dire sur Internet. Euh, donc, l'attaque des infectés sur Jackson. Alors, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'assaut désinfecté sur la ville. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, dans le jeu, effectivement, Jackson n'est jamais en danger. Il ne se passe jamais rien à Jackson en termes d'attaque d'infectés ou de trucs comme ça. Donc, en termes d'adaptation, je trouve ça plutôt cool de nous montrer, bon bah voilà, qu'est-ce qui se passerait si Jackson était attaqué. Et je trouve que c'est plutôt bien parce que on voit que
La ville a prévu des moyens d'autodéfense avec ces bidons d'essence. Bon, après, c'est quand même un peu débile de gâcher de l'essence. Voilà. Bon, après, Jackson, c'est vrai qu'à Jackson, ils n'utilisent pas forcément de véhicules, mais par exemple, on verra que les WLF à Seattle, eux, ils en utilisent. Donc, l'essence est quand même plutôt utile dans certains endroits. Euh, donc voilà. Mais dans l'attaque de, de Jackson, ils utilisent l'essence pour faire exploser les bidons et tuer les infectés. Ça, je trouve ça plutôt stylé, c'est plutôt cool. Ça m'a fait un peu penser, vous savez, à la série Vikings. Voilà, où quand t'as des clans qui essayent de prendre d'assaut Kattegat ou des choses comme ça m'a fait un peu penser à ces scènes-là. Bon, un truc post-apo, bien sûr, là, mais ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et j'ai trouvé ça plutôt stylé. Voilà. Mais cette attaque de Jackson, elle est très rapidement gâchée par un élément, c'est le colosse. Puisque à un moment donné, on a un colosse qui arrive, qui est plutôt bien fait, parce qu'encore une fois, visuellement, la série télé est plutôt bien faite. Mais d'un coup, on a un colosse qui arrive, un colosse qui du coup va ouvrir une brèche dans la ville. Euh, et du coup, en ouvrant une brèche dans la ville, bah, qu'est-ce que Tommy il fait? Il se fait je descends, je me mets fou avec plein de gens qui ont des lance-grenades, ce qui n'est pas contre utiliser le lance-grenade, pas le lance-grenade, le lance-flamme, puisque bah, comment dire, les infectés, surtout tout ce qui est colosse, puant, se tue très facilement grâce au feu. En général, tu lances un ou deux, enfin plutôt deux cocktails Molotov. En général, ils sont canés. Ou après, tu rajoutes un petit coup de pompe après un ou deux cocktails Molotov et puis c'est fait. Et en fait, moi, ce qui me dérange dans cette scène-là, c'est que ben, quand le colosse il ouvre la brèche, t'as tous les infectés qui rentrent forcément, qui foncent. Sauf que comme le colosse essaye de s'en prendre à Tommy, parce que Tommy il tire sur le colosse et du coup le colosse bah, du coup le prend en chasse, hein, comme le ferait dans le jeu. Et bah, ce qui n'est pas logique, c'est que comme le colosse prend en chasse Tommy, tous les autres infectés en ont absolument rien à foutre. Et ça, c'est pas du tout cohérent. J'ai envie de dire, les infectés ne sont pas censés. euh, Comment dire, les infectés ne sont pas censés euh, t'esquiver, quoi. Même si un colosse te fonce dessus, ils sont censés te foncer dessus et essayer de te tuer. C'est comme ça que ça marche. Je veux dire, quand tu joues au jeu, en général, tu es toujours accompagné de quelqu'un, enfin les trois quarts du temps. Quand tu es accompagné de quelqu'un, si toi tu te barres en courant, les infectés ne vont pas te suivre toi, ils vont attaquer la personne la plus proche. Là, c'est censé être pareil. Là, quand Tommy combat le colosse, t'as plein d'infectés qui passent autour de lui, qui en ont strictement rien à foutre, alors que techniquement, il ferait juste tous lui foncer dessus et le buter. Un peu comme dans la plupart des trucs de zombies, hein. Les zombies, ils attaquent directement la personne la plus proche. Là, c'est un peu n'importe quoi. Tu vois plein d'infectés qui passent à côté de Tommy, qui en ont rien à foutre. Alors techniquement, ils devraient tous juste le choper et le tuer. Pareil, là, je viens de revoir, en voyant les scènes, des infectés qui montent sur les toits, qui rentrent dans les bâtiments pour monter sur le toit. Ça, c'est totalement incohérent aussi. Les infectés te poursuivent par rapport à la vision qu'ils ont de toi. C'est-à-dire que si toi tu es sur un toit, qu'ils sont en bas, ils vont te voir, mais ils sauront pas comment te rejoindre. Encore une fois, ce sont des zombies. Ils n'ont pas l'intelligence d'un humain, de se dire ah bah faut rentrer dans le bâtiment, faut monter tel escalier, faut ouvrir telle porte. Ils n'ont pas cette intelligence-là. C'est vraiment n'importe quoi. À la limite, un claqueur qui entend, et encore, il entend, faudra encore qu'il, quand même en entendant, qu'il comprenne qu'il faut monter l'escalier, machin. Voilà, je veux dire, à partir du moment où ces créatures-là ne t'entendent plus, ou ne te voient plus,
bah, ils arrêtent de te prendre en chasse. Là, t'as quand même des infectés qui ne te voient pas, enfin qui te voient, mais qui sont pas censés pouvoir venir jusqu'à toi qui est sur un toit. Enfin, ça, c'est vraiment n'importe quoi. Même dans n'importe quel truc de zombies, les zombies sont pas assez intelligents pour savoir qu'il faut monter tel toit ou tel truc. À part dans le Us Dead parce qu'ils ont fait des zombies intelligents. Voilà. Mais en dehors de ça, ils sont pas censés savoir comment gérer la chose, quoi. Bref. Et ensuite, eh ben, on termine avec toute la scène hein, qui mène à la mort de Joël et qui là est une catastrophe d'adaptation. Hein. C'est une horreur. Bon, beaucoup d'autres youtubeurs ont déjà parlé de l'ambiance, qui effectivement l'ambiance est pas bonne du tout. Dans la série télé, on a une ambiance qui est très claire, très tout est beau, tout est mignon, alors que normalement tu es dans une ambiance assez sombre. Voilà, c'est pas du tout la même ambiance. Après, allez voir la vidéo de Plot Time, lui il a mis des extraits du jeu vidéo. Voilà, même si les extraits sont inversés, euh, voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, dans tout ce qui se passe, déjà, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà, c'est l'ambiance générale, donc que ce soit physique, enfin de la pièce ou l'ambiance par rapport au personnage, il n'y a rien qui fonctionne. Parce que bon, déjà Dina elle a vendu la mèche plus tôt, donc déjà Abby là, elle l'emmène, elle l'emmène directement ici pour le tuer, et du coup, bon bah tout le monde le sait très rapidement, et puis bon bah voilà, ils font ce qu'ils ont à faire. Abby elle nous fait un discours qui est long et chiant, d'ailleurs même à un moment donné t'as un petit pote qui fait ouais bon c'est bon Abby ferme ta gueule quoi, tu nous casses les couilles. Dans le jeu, ils oseraient clairement pas faire ce genre de choses. Voilà. Alors ils aiment bien, ça arrive qu'ils taquinent Abby, hein, mais de là à dire referme ta gueule, enfin bon ils le disent pas comme ça, mais globalement, voilà, euh, ils le font pas du tout comme ça. Ensuite, il y a bon, l'acting de Pedro Pascal qui est totalement à chier, je suis désolé, mais son acting il est à chier. Le mec il se prend une putain de tir, enfin un tir de pompe. Alors dans le jeu c'est du pompe, ici le speed c'est du pompe, mais bref, il se prend quand même une putain de balle dans le genou, le mec ne réagit pas. Le mec c'est en mode allez c'est normal, je me prends une balle dans le genou, c'est normal, rien à foutre. Le mec il joue super mal la scène, là où au moins le Joël du jeu avait quand même, voilà, tu sentais qu'il essayait d'emmagasiner la douleur, mais tu vois, t'avais quand même un truc sur son visage, dans sa façon de parler, tu sentais à son souffle, voilà, qu'il y avait un truc qui allait pas, que et voilà. Pareil avec Dina, genre Dina, ici, il l'endort. Non mais allez vous faire foutre, d'où vous endormez, je veux dire, ils sont en mode on vient pour se venger, on est prêt à soutirer des infos de la manière forte, on est prêt à voilà, faire ce qu'il faut, et là, c'est. C'est n'importe quoi. On endort Dina dans le jeu, ils endorment pas Dina, déjà Dina elle est pas là. Mais Tommy, il se fait défoncer le crâne à coups de crosse de revolver. Voilà, d'ailleurs, de ce moment-là, la première fois que tu joues, tu demandes s'il est mort ou pas, avec ce qu'il prend dans la gueule. Et, quand Ellie, elle arrive, voilà, c'est beaucoup plus violent aussi. Hein. Ellie, elle est totalement maîtrisée. Au lieu qu'on lui mette un petit coup de pied dans le ventre, elle se prend un gros coup de pied dans la gueule et du coup, elle est totalement KO pour que les autres ils puissent partir. Voilà, et là, la scène où tu vois Ellie, oh là là, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse cette scène. Ellie qui rampe pour faire un câlin au cadavre de Joël. Euh, c'est c'est affligeant. En plus, à la base, Joël est censé se faire défoncer le crâne à coups de club de golf. Là, Abby, elle y fout des coups de club de golf dans le genou sur lequel elle a tiré. Enfin, bref, on a perdu
Tout ce qui faisait qu'en fait la scène était terrible dans le jeu, on a tout enlevé pour faire un truc pas ouf. Ce qui est très dommage. En plus, l'acting est pas bon non plus. Voilà, genre l'acting d'Ellie, oh là là, il est horrible. Hein. Bella Ramsey est totalement nulle dans son acting. Hein. Franchement, quand j'ai vu l'épisode, enfin le passage, hein, parce que voilà, franchement, je n'avais aucune, aucune émotion. Franchement, j'ai regardé la série, j'étais en mode, voilà, zéro émotion, j'en avais rien à faire de ce qui se passait, tellement c'était mal branlé. Là où dans le jeu, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que déjà, déjà quand Tommy et Joël ils arrivent, effectivement Tommy il se présente et tout, puis il fait bon bah voilà, et ça c'est mon frère Joël. Et là, t'as un silence morbide qui s'installe, parce que forcément tout le monde comprend bah, que c'est lui Joël, et même Joël, il réagit, là d'un coup, il tourne dans la pièce, il regarde les gens, tout le monde le regarde d'une manière... tu vois, il y a un silence, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et là, euh, et là Joël, il fait, ok, je crois que du coup, vous savez qui on est. Et là, Abby, elle se retourne, paf, elle lui met, elle prévient même pas, elle parle pas, elle lui met un coup de pompe direct dans le genou. Euh, Ensuite, ils le mettent contre le mur. Et puis, enfin contre le mur, contre la baie vitrée qui est remplie de neige et tout, du coup qui donne un aspect très froid à la scène. Euh, et, euh, et du coup, euh, et euh, du coup ensuite, Abby, enfin Joël lui demande qui ils sont. Abby elle lui dit, elle répond même pas vraiment, elle lui dit à ton avis, donc à ton avis, qui on est, pourquoi on est là. Et puis Joël il répond, tu vois, il a un moment de réflexion, et puis ils font, bah vas-y, fais ce que t'as à faire, récite ton discours et tout. Et en fait, Abby ne parle quasiment pas, elle lui dit qu'il a été con de faire ce qu'il a fait et tout ça, mais elle donne aucune raison à ce moment-là. Parce que Joël, il n'est pas débile, il sait qu'il a fait beaucoup de choses mal dans sa vie, et il est prêt à assumer les choses mal qu'il a fait dans sa vie. Puis de toute façon, il n'a pas le choix, avec un genou en moins, il peut pas vraiment marcher. Il peut pas se déplacer, il peut pas se défendre. Et là, Abby, elle prend le club, elle lui défonce le crâne. Pareil, quand on joue Ellie, qu'on arrive au chalet, tu as cette scène où tu descends l'escalier et tu entends juste des bruits sur ton truc, des... Et, et t'as Ellie en plus avec sa voix tremblante qui est en mode putain j'espère que Joël y va bien et tout. Et là quand elle ouvre la porte, bon bah forcément elle voit Abby en train de défoncer le crâne de Joël à coup de club de golf. T'as les autres forcément, bah, le connard qui a été enlevé du jeu, enfin de l'adaptation, qui la chope direct, bah, du coup qui se prend le coup de couteau que Manny se prend. Voilà, Manny qui essaye de la tuer, normalement c'est l'autre personnage qui a été enlevé qui essaye de la tuer. Voilà. Et voilà, il n'y a rien qui va. Ensuite, quand Ellie est maîtrisée, en fait, la scène est continue. Tu as un son qui te met en stress à fond. Voilà, t'as Tommy qui est KO par terre parce qu'il s'est fait défoncer le crâne avec le flingue. T'as Joël qui a le crâne à moitié ouvert, le genou défoncé. Bref, t'as Ellie qui supplie, qui hurle. En fait, tu n'entends que ça. Tu entends juste les hurlements de Ellie. T'as Owen, je crois que c'est lui, qui dit bon allez Abby, c'est bon, faut en terminer, faut qu'on se casse. Et tout ça, et du coup, bah, Abby, d'un dernier coup de club de golf, elle achève Joël, et, euh, et du coup, les gens ils sont en mode en train de retenir le mec à la casquette pour lui dire non mais vas-y, on va pas buter Tommy et Ellie, on est là pour tuer Joël, on n'est pas là pour tuer des innocents qui nous ont rien fait. Donc, ils décident de mettre KO Ellie, hein, elle se prend un vieux coup de pied bien violent dans la gueule, et puis bah, le groupe y part et retourne à Seattle. Et du coup, ensuite, quand Ellie et tout se réveille, nous on le voit pas, on passe directement on retourne directement à Jackson, voilà, avec Tommy, enfin pas Tommy, mais Joel qui est déjà mort. Et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, dans le jeu aussi, Manny, il crache
sur le cadavre de Joël, chose qu'ici ils n'ont pas osé faire, hein. Tu vois Manny qui s'approche du corps, mais ils n'ont pas été beaucoup plus loin. Normalement dans le jeu, ils crachent dessus. Vraiment, les mecs ont pas de respect pour Joël, mais ils ne vont pas non plus jusqu'à tuer des innocents. Voilà. Et enfin, ils vont pas jusqu'à les tuer, mais c'est pas des bisounours non plus, quoi. Ils hésitent pas à être violents si besoin, comme ils l'ont fait avec Tommy en lui foutant 3-4 coups de crosse de revolver, comme ils ont pas hésité à maîtriser direct lui et à la mettre KO avec un gros coup de pied dans la gueule. Ils auraient pu lui péter la mâchoire ou peu importe, quoi. Euh, je veux dire, voilà, ça reste quand même hyper violent ce qui se passe. Ici, il y a quasiment pas de violence. Alors que la scène, elle est terrifiante, elle est pesante vraiment, que ce soit en termes de musique, de la pièce en elle-même, des personnages vraiment qui ont vraiment ce côté froid, qui ont ce côté terrifiant. Et en plus, ce qui est terrifiant dans le jeu vidéo, c'est que tu ne sais pas pourquoi ils font ça. T'es là, t'as joué avec Abby, tu en es Abby jusqu'à Joël, tu l'as emmené ensuite jusqu'au chalet, et là d'un coup, le personnage auquel tu viens de jouer est en train de buter Joël, en train de le torturer, et t'es là en mode je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui se passe, c'est terrible. Euh, Tu le comprends que beaucoup plus tard, avec les flashbacks d'Abby qui est proche de son père, et puis qu'ensuite, bah voilà, tu vois aussi qu'en fait, bah, le mec qui s'est fait tuer, c'est le père d'Abby. Et du coup, tu prends du temps à comprendre toutes les choses, que d'abord tu dois encaisser la colère, la haine d'Ellie avant d'encaisser la vérité du côté d'Abby. Et tout ça, c'est hyper bien foutu. Là où dans la série, tout est mal branlé, tout est mal écrit. Les flashbacks ont une vraie importance dans le jeu. Ici, ben, ils n'ont pas compris l'importance des flashbacks, l'importance de la narration du jeu, qu'ils n'ont pas compris ici, en spoilant directement dès les premières secondes de la série que Joel allait se faire buter. Bref, même après, tu vois, t'as l'impression qu'il y a zéro respect pour Joël. Je veux dire, même si dans le jeu, on ne voit pas Joël être transporté jusqu'à Jackson, là, il traîne son cadavre par terre. Genre, tu peux pas prendre le cadavre, le mettre sur le cheval, genre tu le mets sur la croupe du cheval, et puis voilà, même limite, tu mets le cadavre sur la selle, et puis tu marches avec le cheval, même si ça fait une longue marche jusqu'à Jackson. Mais, enfin, je veux dire, respecter le corps de Joël, bordel de merde. Bref, en termes d'émotion, la scène de la mort de Joël ne fonctionne pas dans le jeu, parce que Pedro Pascal joue hyper mal. Quand il se fait tirer dessus, il ne réagit pas, enfin bref, il réagit à pas grand-chose. Bref, moi j'ai pas du tout aimé son acting. Celui de Bella Ramsey, il est pas bon non plus. Franchement, zéro émotion. Alors que, comme j'ai dit, Plot Time a utilisé quelques extraits dans son jeu, enfin dans sa vidéo. Juste les deux trois extraits du jeu où on entend Ellie en train de hurler et tout, tout de suite ça m'a monté les larmes aux yeux, ça m'a fait un truc. Quand je vois le personnage de Bella Ramsey, je suis tellement pas attaché au personnage, et encore une fois, je critique pas son physique ou quoi que ce soit, je parle bien de son acting, de la façon dont elle joue sa version d'Ellie, ça ne fonctionne tellement pas que je suis pas attaché, que je m'en bats les couilles. Et d'ailleurs, Pedro Pascal jouait tellement un mauvais Joël que pareil, j'en avais absolument rien à foutre. Voilà. Et c'est bien dommage parce que cette scène-là, à chaque fois que je la vois, même avec juste des tout petits extraits, tout de suite, ça me serre le cœur, j'ai envie de pleurer. Et dans la série télé, que dalle. Que dalle parce que bah, ils n'ont pas su amener la chose correctement et non plus montrer la mort de Joël correctement. Et tout ça, c'est assez dommage parce que bah, ça aurait pu être incroyable. Surtout que, bah, à côté de ça, t'as quand même les scènes d'action et tout qui sont plutôt bien foutues, quoi. Et les scènes d'émotion, non. Et ça, c'est très dommage. Parce que les scènes d'émotion, pour moi, sont plus importantes que les scènes d'action dans le jeu The Last of Us. Euh, donc voilà. Dernier point voilà, dont il faut revenir, c'est Tommy. L'importance de Tommy d'être avec Joël. Dans le jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est que Tommy fait sa patrouille avec Joël, et en fait, c'est à cause de lui que les autres ils comprennent qu'ils sont avec Joël. Parce que bah, c'est lui qui fait oui, moi je m'appelle Tommy, voici mon frère. Et bon, bah voilà, il dit ouais, moi c'est Joël. Et en fait, c'est globalement à cause de Tommy que les autres ils savent
que bah, Joël est là. En plus, il se fait dégommer la gueule. Donc forcément, il se fait dégommer la gueule. Son frère est mort. Son frère est mort quasiment à cause de lui parce qu'il a vendu leur nom. Enfin, quand il a vendu leur nom, on lui a pas donné d'argent, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc le gars, il a une culpabilité de fou. Donc lui aussi a qu'une envie, c'est de partir à Seattle, de se venger. D'ailleurs, dans le jeu, il va torturer des gens, il va y aller de manière très violente. Bon, je peux le dire parce que de toute façon, les persos qu'on voit dans le jeu qui ont été dégommés par Joël, bah, ils sont pas dans l'adaptation. Donc donc c'est pas très grave de le dire. Mais voilà, en fait, dans le jeu, il a des vraies raisons d'y aller. Là, dans la série, on sait même pas. Déjà, on sait pas si Tommy va aller à Seattle, parce que je n'ai pas trop regardé les trailers, donc déjà, on se pose la question, est-ce qu'il va aller à Jackson? Est-ce qu'il va rester en ville pour la reconstruire, pour voilà, après l'attaque des infectés? Ou est-ce qu'il va y aller juste pour dire, bon, j'y vais pour venger mon frère? Sauf que ça va juste être, je veux venger mon frère, alors que dans la série, dans le jeu vidéo, c'est je veux venger mon frère. Et également, il y a la culpabilité de ne pas avoir su le protéger, alors qu'il était présent, le fait que ce soit lui qui ait donné leur nom, et tout ça, enfin bref. Et il y a plein de choses qui font que Tommy est vraiment plus intéressant dans le fait qu'il aille à Seattle dans le jeu vidéo que que dans la série. Il y a aussi le fait que dans le jeu vidéo, Tommy et Ellie sont extrêmement proches, ils sont très très proches. C'est vraiment une vraie relation oncle-nièce. Quand Tommy part à Seattle, il fait en sorte que Ellie ne puisse pas aller à Seattle. Pour lui, il veut tout faire pour protéger Ellie, comme l'a fait Joël avant. Il part à Seattle, il est prêt à se sacrifier parce qu'il ne sait pas combien il y a de personnes là-bas, il ne savent même pas s'ils sont organisés, s'ils sont désorganisés, il ne sait rien, mais il décide quand même de partir là-bas comment dire, pour se venger. Enfin, pour se venger et pour faire en sorte que ce ne soit pas Ellie qui aille se venger, que ce ne soit pas Ellie qui se mette en danger et qu'elle ne risque pas sa vie. Alors bien sûr, plus loin dans le jeu, voilà, parce que pareil, il va être gravement blessé dans la suite du jeu. Donc là, il demande à Ellie de finir le travail à sa place parce que bah, il ne peut plus se déplacer, il peut plus être aussi efficace qu'avant. Mais ça n'empêche que au début du jeu, il y va pour protéger Ellie, pour l'empêcher voilà, de se faire tuer et tout. Enfin bref, il y a une vraie relation qui n'existe pas dans la série. Parce que dans la série, pareil, la seule scène qu'on a avec Tommy, elle lui parle comme une merde. T'as zéro alchimie entre les deux. En fait, de toute façon, la Ellie de la série télé n'a aucune alchimie avec personne. Même avec Dina, t'as l'impression qu'il y a un malaise, qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, Bella Ramsey joue hyper mal. Et au bout d'un moment, arrêtez d'insulter les gens qui disent que Bella Ramsey joue mal. C'est un fait. Elle ne sait pas jouer le personnage d'Ellie. D'ailleurs, elle ne joue pas le personnage d'Ellie. Bordel. Regardez des walkthroughs ou des choses comme ça, vous verrez qu'Ellie, ce n'est pas du tout ce que joue Bella Ramsey. Au bout d'un moment, faut arrêter de lui lécher le cul, quoi. Bref. De toute façon, je reviendrai dessus prochainement, hein, parce qu'en plus, les arguments que les gens trouvent pour insulter ceux qui trouvent que Bella Ramsey joue mal Ellie sont des trucs les plus pétés qui n'ont aucun sens. Mais on va décortiquer ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne crois pas. Voilà, à part que, bon, bah, encore une fois, il y a des choses intéressantes, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont ratées en termes d'adaptation. Donc voilà, on verra par la suite hein, comment ça va être. Mais encore une fois, en fait, j'ai du mal à avoir de l'espoir pour la suite de l'adaptation, parce que, bon, bah, c'était pas fou. Si, une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que vraiment, encore une fois, la Ellie de Bella Ramsey est vraiment stupide. Je veux dire, Ellie, dans le jeu vidéo, quand elle s'en prend, enfin quand elle arrive dans la cabane, enfin dans le chalet, et puis qu'elle va pour essayer de sauver Joël, elle remarque d'elle-même qui sont ces gens-là, les informations,
Encore une fois, la Ellie du jeu vidéo est très observatrice, est très intelligente. Même dans une situation de stress, de violence et tout comme ça, elle a quand même la tête sur les épaules. Et en même temps, c'est normal parce que dans le jeu, on explore un peu le chalet avant de savoir que d'entendre les bruits et tout qui viennent du sous-sol et d'y aller. Et du coup, la Ellie du jeu, comme j'ai dit, elle est très observatrice. Elle voit tout, elle observe tout, elle remarque les informations, et du coup, d'elle-même, elle remarque que ce sont des WLF qui viennent de Seattle. Voilà, parce que WLF, c'est le front de libération de Washington, donc Washington, l'État, pas la ville. Donc, du coup, ils comprennent qu'il faut aller à Seattle. Là, dans la série, du coup, on te fait comprendre que c'est Dina qui voit le truc des WLF, donc on sait que dans le prochain épisode, c'est quasiment sûr, c'est Dina qui va expliquer à Ellie que ce sont des WLF qui viennent de Washington et tout. J'en suis sûr et certain qu'on aura une scène où c'est Dina qui l'explique à Ellie, alors que dans le jeu, en fait, Ellie, elle l'a compris toute seule. Elle n'a pas besoin... je veux dire, elle n'est pas stupide, elle a pas besoin d'aide. Elle est suffisamment observatrice, suffisamment intelligente, elle n'est pas aussi impulsive que Bella Ramsey. Et ça fait que du coup, le personnage de Bella Ramsey ne fonctionne pas avec celui du jeu vidéo. Même si c'est une adaptation, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de suivre ce genre de personnage. J'ai envie de dire, j'ai aucune attache avec ce personnage de Bella Ramsey. Et ça, c'est très dommage. Parce que même si tu réadaptes un peu le personnage, j'ai comme envie d'aimer le personnage, de m'attacher à lui. Sauf qui ne fonctionne pas. Par exemple, Pedro Pascal, qui ne joue pas un très bon Joël, dans la première saison, je le trouvais plutôt sympa, je le trouvais plutôt efficace. Dans la deuxième saison, je trouve qu'il fonctionne absolument pas du tout. Mais dans la première saison, je trouvais que Pedro Pascal était plutôt pas mal, même s'il faisait pas un bon Joël. Enfin, en tout cas, pas un bon Joël du premier jeu, c'était plutôt un Joël du deuxième jeu. Mais voilà, c'était quand même plutôt pas mal. Même s'il ne ressemble pas au perso physiquement, il jouait pas très bien le perso, mais ça fonctionnait bien. Dans le deuxième jeu, ça fonctionne pas du tout. Et du coup, il y avait quand même une petite attache pour le personnage version Pedro Pascal dans la première saison. Avec Bella Ramsey, j'arrive pas à avoir de l'attache parce que il n'y a rien qui fonctionne, c'est juste de la vulgarité, y a pas l'intelligence, il n'y a pas le côté, il y a pas, en fait, il y a rien du caractère des lits du jeu. Et au bout d'un moment, faut arrêter de défendre Bella Ramsey parce que elle joue mal, hein. Et surtout que les trois quarts des gens qui défendent Bella Ramsey, j'en suis sûr que sur d'autres univers, sur d'autres adaptations, sont les premiers à gueuler. Et que là, comme c'est Bella Ramsey, faut rien dire. Et ça, c'est très énervant. Et en plus, sont les arguments les plus pétés. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Bref, je vais m'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je pense qu'un épisode qui est quand même plutôt mitigé. Bonne scène d'action, mauvaise scène émotionnelle. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, notamment je vais aborder euh, ces points-là d'adaptation qu'il faut absolument parler. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.